C'est assez ludique, mais ça permet d'en apprendre un peu plus sur le trading, sur ta vision des choses et sur les différentes thématiques que compose le trading. Il y a énormément de styles, de marchés, de, de choses dans le trading. Du coup, j'aimerais voilà, avoir ton avis sur plusieurs choses. On va les classer de génial jusqu'au moins bien, parce qu'il y a forcément des choses qui sont top, il y a des choses qu'il faut fuir. Je connais deux, trois trucs notamment. Mais voilà, le CAC 40, toi, selon toi, quels sont les points positifs, les points négatifs? Est-ce que c'est ton style de trading? Est-ce que tu irais, voilà. Qu'est-ce que tu penses du CAC 40? Alors, le CAC 40, c'est un indice boursier qui représente les 40 plus grosses sociétés françaises. Donc c'est un panier d'actions, c'est assez lent, donc c'est pas hyper intéressant pour faire le style que moi j'affectionne, c'est-à-dire du swing trading, des positions sur quelques jours. En général sur des indices, on fait plutôt du scalping, donc moi je mettrais moyen, j'irai pas, parce que ça représente pas mon style de trading. Non, ça veut pas dire qu'on peut pas faire d'argent, ça veut pas dire qu'on peut pas faire du scalping dessus. Mais concernant mon style, c'est pas un actif financier qui m'intéresse. Ok, ok. Toi, t'es plutôt sur du swing et de l'intraday, c'est ça? Ouais, tout à fait, ouais. Ok. Du coup, les actions américaines. Les actions américaines, c'est la Rolls des marchés financiers, donc c'est génial. Il y a 6000 actions qui sont cotées. On peut s'exposer à toutes les thématiques, les industries, les secteurs. C'est là où il y a les plus grosses liquidités, hein. Le marché action américain, c'est le plus gros marché du monde. Et on a vraiment un choix sur plein d'actions, plus ou moins lourdes, de différents secteurs. Donc c'est vraiment le top. Ouais, c'est génial. C'est là où il y a les plus grosses performances à réaliser. Ok. Pour n'importe quel style de trading, du coup, tu le préconises? Pour de l'intraday, du scalping, du swing, c'est le must. Ouais. Ok, ok. Qu'est-ce que tu penses du Nasdaq? Le Nasdaq, ça fait partie de la bourse américaine, c'est une des places les plus importantes, la place technologique, donc c'est génial. Ouais. Donc c'est pas à proprement parler un actif financier que je vais trader. Donc tu as soit l'indice Nasdaq ou soit tu as la place de marché Nasdaq. Donc là, je sais pas si c'est vraiment l'un ou l'autre, mais en tout cas, c'est là où sont cotées les plus grosses sociétés, et toutes les sociétés technologiques d'ailleurs. Ok. Donc, je ne vais pas trader l'indice Nasdaq parce que c'est plutôt réservé à des scalpers sur des contrats futurs. Mais par contre, sur cette place de marché, eh bien, on a parmi les meilleures sociétés du monde et toutes les sociétés que je travaille font partie quasiment toutes du Nasdaq. Ok, ok. Qu'est-ce que tu penses du Forex maintenant? Le forex, c'est à fuir. C'est pas un marché Ah oui, tu vas pas professionnel. te faire des copains là. Non, je ne vais pas me faire de copains, mais c'est pas un marché professionnel. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire d'argent dessus, mais les principaux intervenants dans le forex sont des banques. C'est un marché interbancaire. On a une devise contre une autre, donc c'est plutôt devise forte contre devise faible. Mais déjà, on n'a pas beaucoup de choix. Une fois qu'on a fait le tour des 8 devises majeures, eh bien, on n'a plus beaucoup d'actifs à travailler. Et puis, ce sont des actifs qui ont une supply, une offre extrêmement importante, donc difficile à bouger. Oui, c'est très liquide, mais c'est très difficile à avoir des tendances, des mouvements dessus, de par la supply qui est quasiment illimitée, puisque les banques centrales impriment énormément de devises. Donc c'est un marché qui est lent, erratique, très peu facile à trader d'un point de vue technique. Donc pour les traders particuliers, moi je dirais que c'est vraiment pas le marché à travailler. D'ailleurs, on voit souvent, moi j'ai commencé par le marché du Forex, mais pour moi, ce n'est pas du tout un marché professionnel. Et si on trade le marché du Forex, c'est qu'on n'a pas compris réellement pourquoi on le trade. Et la question qu'il faut se poser, c'est quels sont les intervenants, pourquoi on est sur ce marché et comment le marché se comporte. Et si on se pose ces trois questions-là, on comprend vite qu'il faut fuir le Forex. Ok. Et pourtant, pas les trois quarts, j'ai pas la statistique, mais une grosse majorité des traders, soit débutants, intermédiaires, mais du moins particuliers, trade le Forex. Parce que voilà, sur les réseaux, sur YouTube, sur Insta, TikTok, on voit beaucoup de formateurs traders justement qui sont sur le Forex, quoi. Eh bien oui, oui, parce que le marché du Forex, c'est un marché où on peut rentrer avec très peu de capitaux, donc on attire tous les débutants. Moi j'ai commencé par le Forex, hein. Très peu de commissions, on peut commencer avec des comptes assez faibles, on peut avoir du levier assez dingue. Mais encore une fois, ouais, en fait, moi je trouve que c'est un marché qui n'est pas fait pour le particulier. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire d'argent dessus, mais voilà, c'est un marché qui est coté 24 sur 24, donc il faut suivre sans cesse les banques centrales étrangères, il faut suivre
conflits géopolitiques pour pouvoir avoir une avance sur les autres. Mais si on traite d'un point de vue technique, on n'a rien à faire sur le Forex, malheureusement. Et donc ça démontre bien que ceux qui traitent le Forex, en général, n'y connaissent pas grand-chose en trading. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible de trader dessus, hein. Ou alors il faut aller sur des actifs qui sont en tendance, donc plutôt des devises exotiques, qui se font massacrer ou qui montent fortement. Par exemple le dollar contre une devise d'Amérique du Sud. Là oui, on a des tendances et on peut gagner gros même si le spread est important. Maintenant, c'est pas un marché adapté pour le particulier. Ok, ok. Bah là, tu vas casser un paquet de croyances de beaucoup de monde. De beaucoup de monde, parce que le Forex, c'est assez connu. Pour casser les croyances, il faut qu'ils testent le marché action. Il faut qu'ils se rendent compte de ce qui est possible dessus. Parce que quand on est sur un actif, moi j'étais sur le Forex, tant que j'ai pas découvert le marché action, je peux pas me rendre compte qu'on peut faire plus d'argent et que c'est plus facile sur le marché action. Donc non, je pense pas que je vais casser des croyances. Les gens vont pas forcément m'écouter, je pense, parce qu'ils sont pris sur le Forex. On leur a toujours dit que le Forex était un très bon marché. Il faut juste être ouvert d'esprit, aller voir ce qui se passe sur le marché action américain. Et là, on se rend compte très vite qu'en fait, on n'est pas au bon endroit, quoi. Ok, ok. Écoute, j'espère que ça va ouvrir les yeux à certains. J'aimerais ton avis sur les méga caps. Maintenant, il y a différents styles de capitalisation. Qu'est-ce que tu penses des méga caps? Alors effectivement, comme tu l'as dit, c'est une capitalisation particulière, une des 5 d'ailleurs. C'est la plus grosse, donc c'est là où sont référencés les GAFA, essentiellement Amazon, Google, etc. C'est des actifs qui sont très lourds, donc difficiles à bouger. C'est une certaine sécurité, mais cette sécurité, on la paye, notamment en termes de performance. C'est pas des actifs très volatiles, c'est pas des actifs qui vont bouger fortement. S'ils font déjà des mouvements de 10, 15, 20, 30%, c'est déjà énorme pour eux. Maintenant, c'est une sécurité. Et donc, on la paye, cette sécurité, par un manque de volatilité. Et c'est très bien. Et par contre, là, on a des intervenants institutionnels. Et souvent, ce sont des actifs beaucoup plus linéaires, notamment en intraday. Donc, pour faire de l'intraday, c'est vraiment intéressant. Pour faire du swing, pourquoi pas. Donc je le mettrai dans OK. Non, ok. Ça marche. Tu penses quoi maintenant des large caps? Donc, C'est à peu près similaire aux méga caps, c'est des actifs qui sont déjà très lourds, très pricés, donc difficiles à faire bouger. C'est souvent des actifs qui ont des bons fondamentaux, donc des sociétés de qualité. Pour moi, c'est OK aussi. ça marche. On va rétrécir encore les capitalisations, décidément c'est dur à dire. Les mid-cap, maintenant, alors ouais, c'est mal cadré, mais qu'est-ce que tu penses des mid-cap? Pour moi, c'est génial parce que c'est des actifs qui commencent à être solides, mais qui ne sont pas encore pricés par le marché énormément. Donc c'est souvent sur cette catégorie-là qu'on a des grosses tendances et des très gros mouvements. Ok, d'accord, donc c'est plus intéressant pour toi de trader des moins lourdes, des capitalisations moins lourdes, quoi, si tu veux. Ça dépend. En swing trading, oui, on a intraday, pas forcément, mais en swing trading, plus on va sur des moyennes cap, mid cap, là c'est bien parce qu'il y a vraiment des tendances fortes. Ouais. Ok, ça marche. Les small cap maintenant. Alors les small cap, moi j'adore ça. Maintenant, c'est un produit financier, enfin c'est un type d'action, une capitalisation qui est vraiment dangereuse. Si on n'a pas de gestion du risque, on peut faire n'importe quoi. Donc pour moi, c'est OK. Ça propose les plus grosses amplitudes, la plus grosse volatilité qui soit. Maintenant, c'est souvent des actions qui sont pas bonnes d'un point de vue fondamental. Et donc, si on espère et qu'on tient nos positions, en général, ça se passe pas bien. Donc, il va y avoir des très gros mouvements, mais ça va durer quelques jours et ça va pas tenir dans le temps. Donc, c'est très bien d'un côté explosif, mais quand le momentum disparaît, en général, il faut sortir parce que c'est fini. Et ça va retracer fortement. Ok, donc c'est pas. Toi, tu ne mets pas dans le génial parce que c'est quand même un peu plus compliqué selon toi à trader que les mid-cap. Pour le débutant, c'est plus compliqué. Maintenant, c'est là où il y a le plus d'erreurs de pricing de la part des institutions parce qu'elles ne peuvent pas se positionner dessus ou pas totalement parce que c'est très, très peu liquide pour eux. Donc, c'est là où il y a vraiment les plus gros mouvements. Ok. Mais c'est les plus dangereux. Ouais. Ok. Et toi, à titre perso, t'es plus sur du small cap ou du mid cap? Sur small cap et mid cap, les deux, essentiellement. Ouais. J'aimerais qu'on fasse aussi un tour d'horizon sur tout ce qui est en lien avec le trading. Qu'est-ce que tu penses du Dow Jones? Bah, Dow Jones, c'est une autre place de marché comme le Nasdaq. Alors si tu me parles de l'indice Dow Jones ou si tu me parles de la place de marché, c'est deux choses différentes. Pour moi, c'est là où sont référencées notamment les sociétés liées aux matières premières,
euh, les paires pétrolières, les matériaux de base, etc. Donc c'est hyper intéressant si on traite ces actions-là. Donc je mettrai OK. Et c'est un peu moins puissant que de la tech. Et par contre, moi, à retenir que je ne traite pas les indices, l'indice Dow Jones et Nasdaq. Donc c'est vraiment les actions qui sont cotées à l'intérieur qui m'intéressent. Ouais, c'est plus la place de marché entre guillemets que l'indice. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Pareil pour le SP500 là dont tu vas me parler. Lui aussi, De quoi, pardon? le suivant c'est le SP500. SP500, ouais. Bah, pour moi c'est OK ou génial, les deux se valent. C'est là où il y a les 500 plus grosses boîtes américaines, donc c'est là où on a les meilleurs fondamentaux, les meilleurs tech, etc. Donc c'est à peu près similaire, on peut le mettre dans OK. Ça marche. Ok, top. J'aimerais avoir ton avis sur Tesla maintenant. Plus ton avis de trader que d'investisseur long terme. Investisseur long terme, pourquoi pas. Mais voilà, vraiment sur tes stratégies trading, est-ce que tirer ou pas sur Tesla? En intraday c'est pas mal, elle est vachement linéaire, explosive, c'est une des méga caps les plus volatiles, c'est même la méga cap la plus volatile. Donc moi je la mettrais dans OK. Ouais. À la fois, surtout pour faire de l'intraday, et en swing, pourquoi pas. Maintenant, elle est extrêmement chère, pricée, donc il n'y a pas non plus des mouvements de 500% à faire dessus, quoi. Ouais, voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais que quand c'était une méga cap, c'était assez compliqué à faire de la performance dessus parce qu'elle est déjà assez pricée. Et pour autant, enfin du moins en swing, et pour autant en intraday, tu la regardes quoi. Je dis pas que tu la trades, mais tu peux la regarder. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. Ok. Maintenant, j'aimerais avoir ton avis sur le Bitcoin. Pas forcément les cryptos, mais vraiment juste le Bitcoin. Les cryptos, on y arrivera juste après. Voilà. Qu'est-ce que tu penses du Bitcoin actuellement ou dans ton trading? Alors, le Bitcoin, pour moi, c'est un actif qui est OK. C'est une des rares cryptos que j'aime détenir en swing. Si je veux la trader, je passe plutôt par l'action MSTR, donc, qui est une exposition directe au BTC. C'est le plus gros détenteur de Bitcoin au monde. Donc on a une assurance que c'est du solide, on a une supply qui est limitée à 21 millions, donc là-dessus pour moi c'est une valeur de peut-être refuge, j'en suis pas convaincu mais peut-être ouais, donc j'aime bien. Ok, ça marche. Tirez pas forcément sur de l'investissement court terme, enfin du trading court terme, mais pourquoi pas sur de l'investissement. Ouais, surtout à certains prix comme on a vu récemment autour des 65 000 dollars. Ouais. Ok, ça marche. Maintenant le DAX, qu'est-ce que tu penses du DAX? Le DAX c'est un indice, c'est l'indice allemand d'ailleurs. Donc moyen, j'irai pas parce que je travaille pas le DAX. Maintenant, ceux qui font du scalping, un peu d'intraday sur des contrats futurs, ça peut être un indice qui est vraiment sympa. Il est plus volatile que le CAC 40. C'est d'ailleurs l'indice européen, je crois, le plus volatile. Donc pour ceux qui aiment la volatilité sur des contrats futurs, en Europe, ça peut être intéressant. Ouais. Mais moi, je le traite pas. Toi, ouais, c'est pas ton style de trading. Non. Ça marche. Je pense qu'on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook. Pour moi, c'est OK, c'est le même petit truc que Tesla. C'est des actifs qui sont hyper solides, qui ont le monopole, qui ont des fondamentaux hyper solides, donc ils se développent et ils rachètent toutes les sociétés qui sont intéressantes. C'est très bien en intraday, en swing, pas forcément. C'est soit très bien en intraday ou en investissement, mais en swing de quelques jours, je suis pas sûr, je suis pas convaincu. Non. Ok, ça marche. Ouais, donc du coup c'est un peu ta ligne de conduite sur les méga caps, j'ai l'impression. Avec Tesla, tu parlais des méga caps tout à l'heure aussi. C'est un peu ta ligne de conduite qui est toujours la même. Intraday, c'est-à-dire sur le très 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 court terme, intraday pourquoi pas. Mais sur du swing, comme c'est trop pricé, pas forcément d'intérêt niveau performance. Ouais, ou alors de l'investissement, mais pour voir plus long terme et avoir une certaine sécurité sur ses capitaux, quoi. Ok, ça marche. Qu'est-ce que tu penses maintenant des robots de trading? Alors, robot trading, c'est un sujet tabou. Pour moi, tous les robots de trading qui sont vendus, 95% c'est du bullshit. Maintenant, moi, je m'y suis mis récemment sur l'automatisation, les robots de trading, et à vrai dire, il y a vraiment des choses intéressantes à faire. Donc pour moi, c'est OK, mais c'est pas OK de le vendre. Enfin, je m'explique. C'est-à-dire que moi, j'ai un robot de trading qui fonctionne, j'ai aucun intérêt à le vendre. Si ce n'est, ou alors je veux une érosion de mon edge. Si on a un robot de trading qui fonctionne, on fait de la gestion de capitaux dessus, ou
voilà, pour moi, on fait peut-être de la formation, mais on fait pas on vend pas le robot comme ça. À la fois, c'est trop dangereux, il y a trop de responsabilités. Et si tu vends ton robot, ben derrière, que la personne, elle sait pas l'arrêter, elle sait pas faire des mises à jour, etc., ça peut lui cramer son argent. Donc, de un, pour moi, il y a une certaine responsabilité. Tu ne vends pas un robot de trading à quelqu'un qui ne sait pas coder, qui ne sait pas faire de maintenance dessus. Et de deux, souvent, les offres qui sont proposées, c'est catastrophique. Il n'y a pas de rentabilité dessus, c'est du backtest théorique, mais dans la pratique, ça ne fonctionne pas. Maintenant, je me suis un peu ouvert à ça ces derniers mois et je trouve qu'il y a vraiment des possibilités incroyables dessus si on est compétent et si on fait les choses sérieusement. Donc, je mettrai dans OK pour cette raison-là. Ok, ça va. Ouais, tu distingues vraiment bah, le fait de construire son robot de trading et d'en faire de la gestion que toi t'assumes. Par exemple, si par exemple moi je suis intéressé, je viens mettre mes fonds, tu prends un pourcentage, tout ça, plutôt que de vendre l'accès à ce robot, c'est ça? Ouais, l'accès au robot ou même vendre le code, par exemple, à quelqu'un qui ne sait pas coder, ça n'a aucun sens. Ce qui va se passer, c'est que ça va lui cramer ses capitaux et toi, tu vas avoir un support client qui va être juste horrible. Donc non, de un, pour ta responsabilité, tu ne vas pas vendre un robot comme ça à quelqu'un qui ne sait pas faire de maintenance dessus. Parce qu'il y a une érosion, les stratégies qui fonctionnent aujourd'hui ne fonctionneront peut-être pas demain. Donc qu'est-ce que tu dis à cette personne-là? Demain, tu attends qu'elle crame son argent parce que la stratégie ne fonctionne pas. En fait, il faut adapter constamment, tous les ans, tous les 6 mois, les stratégies, il y a des réglages à faire. Donc c'est pas envisageable. Ce qui est envisageable, c'est de faire de la gestion dessus, peut-être un peu de formation pour apprendre aux gens à créer une stratégie, à la backtester, etc. Ça a du sens. Mais vendre un robot, juste un code comme ça n'a pas de sens. Non. Ok, ça marche. Mais ça c'est pareil, ça prouve un peu ta bonne foi et que tu veux pas de l'argent facile de tous les. On y reviendra après aux influenceurs de Dubaï. Qu'est-ce que tu penses maintenant des. Alors tout à l'heure on a parlé du Forex et je pense qu'on va s'approcher justement des influenceurs de Dubaï. Qu'est-ce que tu penses des formateurs et des formations Forex? Sans forcément dire de nom pour pas ça sert à rien. Mais qu'est-ce que tu penses des formations, même des formations en trading qu'il y a généralement sur le marché? Alors des formations en trading, qui suis-je pour juger? Après j'en ai fait quand même un paquet avant d'arriver à DM Trading et d'être rentable, donc sur certaines j'ai le droit d'avoir un avis. Moi je pense que c'est opaque, c'est hyper tabou, pas grand monde montre ses résultats, et donc il n'y a que quelques personnes, je dirais pas concurrents, mais confrères qui font de la formation pour qui j'ai de l'estime. Souvent, c'est pas les choses qui fonctionnent et c'est uniquement de la théorie, il n'y a pas d'accompagnement et s'il y a de l'accompagnement, il n'y a pas de transparence. Donc 80% du domaine n'est pas de qualité, je pense. Après, je connais pas tout le monde. Maintenant, il y a certains confrères qui sont très très bons. Et donc, il faut pas mettre tout le monde dans le même bateau, c'est hyper important. Ok, ça marche. Et du coup, tout ce qui est se documenter ou apprendre de manière générale le forex, si tu devais le classer par exemple, tu le mettrais où? Bah, ça peut être un premier pied sur les marchés financiers. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, le forex, c'est pas un marché professionnel. Ça veut dire qu'on n'a pas compris quels sont les acteurs qui traitent ce marché-là. Les acteurs de marché font le marché, donc si c'est difficile, peut-être qu'il faut comprendre pourquoi, et sûrement parce que c'est les opérateurs qui n'analysent pas forcément de la même façon que les particuliers, donc moi je mettrais à fuir. Maintenant, tu vois, mon associé Pascal, il a fait des formations sur le Forex au début, et il arrivait à gagner dessus, et ses étudiants arrivaient à gagner dessus, donc encore une fois, il faut mettre des pincettes. C'est pas tout le monde qui fait du Forex qui perd de l'argent, mais pour moi, il y a mieux. Voilà. C'est juste qu'il y a mieux. C'est pas impossible de gagner de l'argent sur le Forex, mais il y a juste mieux en termes de marché. Donc voilà. Ok, ça marche. Qu'est-ce que tu penses maintenant des ETF? Est-ce que voilà. Alors les ETF, c'est OK. C'est un panier d'actions, souvent sur une thématique. Par exemple, les semi-conducteurs, les parapétroliers, l'énergie. Ça peut être très vaste. Admettons, un ETF sur l'énergie, le XLE, c'est un des 11 ETF du SP500. Qui lui va se focaliser sur l'énergie. Maintenant, dans l'énergie, tu as l'énergie des hydrocarbures, tu as les énergies renouvelables. Dans l'énergie renouvelable, tu as l'éolien, le solaire. Donc tu peux avoir des ETF sur des thématiques, des familles larges, mais des thématiques beaucoup plus précises. Et donc ça, c'est bien notamment pour de l'investissement. Tu veux t'exposer sur, je sais pas, des semi-conducteurs,
de l'IA, des choses comme ça, de l'énergie verte, eh bien, tu as des ETF à thématique qui sont hyper intéressants. Maintenant, la seule problématique de l'ETF, c'est que c'est une pondération. Tu vas acheter un panier d'actions, 10, 20, 30, 40 actions, selon comment il est composé. Et ça dépend de l'émetteur, donc des fonds d'investissement qui vont émettre un ETF, et ils vont choisir la pondération. Donc je sais pas, moi, tu vas sur les semi-conducteurs, ou bon, disons ça, tu vas avoir du AMD, du Nvidia qui vont représenter peut-être 40% de l'ETF, et après tu vas avoir plein de petites sociétés un peu moins pondérées. Donc il faut être conscient que la pondération va forcément jouer sur la performance de ton ETF. Donc si tu veux acheter que des petites sociétés semi-conducteurs, tu n'as aucun intérêt d'aller sur des ETF où il y a une pondération importante sur Nvidia, etc. Donc c'est un bon moyen et c'est un bon véhicule financier pour s'exposer à des familles ou des thématiques. Ça c'est intéressant. Maintenant il faut observer la pondération pour voir si elle vous convient. Également un ETF c'est diversifier son investissement pour, eh bien, en général, donc un ETF va diversifier ton investissement et du coup ça va lisser ta performance, mais ça va lisser également ton risque. Donc tu vas être moins performant parce que tu vas acheter plein d'actions bien, un peu d'actions moins bien et beaucoup d'actions merdiques dans ce panier. Et donc il y a moins de risques, mais il y a aussi moins de performance. C'est le problème de la diversification. Ok, ouais, bah, on va avoir. Tu peux pas avoir les deux, sinon ça serait trop beau. Exact, ouais. Qu'est-ce que tu penses des matières premières maintenant? Matière première, c'est cool, c'est ok. Ouais. Alors surtout en ce moment, ces derniers 6 mois, on a eu l'or, l'argent qui ont explosé, tous les métaux précieux, même les métaux rares. On a eu la crise du pétrole avec l'Iran. Le pétrole s'est envolé à plus de $100 de baril. Donc on a vraiment eu des gros mouvements, c'est assez rare, c'est assez cyclique. Tous les 2, 3, 4 ans, on a un cycle sur les métaux ou sur les mêmes matières premières. Donc c'était intéressant. Et il y a beaucoup d'actions, notamment les minières, des sociétés qui extraient l'or, l'argent, le palladium, le lithium, etc., qui ont bien performé, puisque la matière première, le sous-jacent, était en augmentation, donc elles gagnaient plus d'argent, donc elles faisaient plus de profit, donc leur société était plus appréciée par les fonds d'investissement, et du coup le prix s'appréciait en bourse. Donc c'est ok. Ouais. Ok. Les signaux de trading maintenant, qu'est-ce que tu penses, que ce soit copy trading, signaux de trading, tout ça, quel est ton avis là-dessus? Encore une fois, il y a 95% de mauvais signaux de trading. Maintenant, il y a toujours l'exception et certains confrères qui font des bons signaux de trading, mais en règle générale, c'est à fuir. On l'a vu avec le scandale à Dubaï, comment il s'appelait le couple, moi, je sais plus, mais bon, il s'est reconverti en coach de sport, mais il faisait 500 000 euros par mois juste en vendant des signaux de trading, et beaucoup de gens ont perdu des fortunes en suivant des pseudo-conseils de gens qui n'y connaissaient rien. Donc en règle générale, c'est plutôt à fuir. L'idée, c'est d'être à même de gérer ses propres capitaux, prendre ses propres décisions, comme ça on n'a pas de mauvaises surprises. Même si voilà, parfois on va prendre des pertes, et bien c'est comme ça, mais au moins on prend la décision d'investir soi-même ses capitaux, et on ne laisse pas des gens faire n'importe quoi avec son argent. Donc en général, il vaut mieux apprendre à gérer son argent plutôt que le laisser gérer par d'autres. Ouais, et puis tu fuis un peu tes responsabilités du coup. Ouais, tu mets ton argent dans les mains de d'autres personnes qui en général ne sont pas compétentes. Donc non, voilà. Et ouais, non, il n'y a pas forcément d'intérêt. Maintenant, il y a toujours une exception qui confirme, qui va affirmer cette. Ce que tu viens de dire. J'aimerais avoir ton avis sur les cryptos en général. Tout à l'heure, on a parlé un peu du Bitcoin. Tu disais voilà, que c'était une des seules ou des rares cryptos à détenir selon toi. Qu'est-ce que tu parles des cryptos en général? Alors les cryptos, c'est un marché qui n'est pas régulier, mais c'est un marché qui se comporte comme les actions. C'est un marché simplement qui est beaucoup plus jeune, beaucoup plus illiquide. Je pense que le marché action américain est 30 fois plus important en termes de capitalisation et donc de liquidité et donc d'argent que le marché crypto en général. Mais le comportement des cryptos explosifs avec du momentum, eh bien, colle bien avec ce que je fais sur les actions. Donc pour moi, c'est ok. Ouais. Et tu les traites du coup ou pas? Je ne les traite pas, mais je pourrais. Parce que ça se comporte de la même façon. Le seul problématique, c'est que comme c'est pas régulé, tous les courtiers ne proposent pas toutes les cryptos.
et c'est un peu plus difficile à avoir une vision d'ensemble, mais c'est aussi pour ça qu'il y a un edge, c'est parce que c'est plus jeune, c'est un marché plus jeune, plus difficile d'accès, donc ouais, il y a des belles opportunités dessus, ouais, sur la crypto. Et tout à l'heure, tu disais du coup que c'était le Bitcoin une des seules cryptos à détenir. Sur le long terme, tu parles? Parce que sur le court terme, j'ai l'impression que tu dis que bah, c'est intéressant de les trader, c'est potentiellement cool de les trader, quoi. Ouais, les cryptos plus petites sont intéressantes à trader, c'est là où il y a le plus d'explosivité, tu peux avoir des actifs qui font 100, 200, 500% en quelques jours, donc ceux qui cherchent de la performance, c'est bien les cryptos, ouais. Mais les petites, ouais. Le BTC, l'Ether, c'est plus de l'investissement, ou alors il faut mettre du levier pour essayer de capter des gains sympas, quoi, des écarts sympas. Ok, ça marche. Qu'est-ce que tu penses de la bourse? Bon, la bourse, c'est génial, pour moi, c'est donc, ça comprend les actions, ça comprend les ETF, ça comprend un peu tout ce qu'on a dit. Donc pour moi, c'est le meilleur marché, donc c'est top. Ouais. Et enfin, pour finir, parce que là c'était encore les cryptos, on va finir avec le meilleur pour la fin. Euh, Qu'est-ce que tu penses de tous les, entre guillemets, alors, certains les appellent les formateurs youtubeurs, d'autres les traders youtubeurs, d'autres les influenceurs. Qu'est-ce que tu penses de tous ceux qui voilà, s'expatrient à Dubaï et qui vendent des formations ou souvent des signaux de trading et tout ça? Forcément ceux qui sont à Dubaï ou pas? Pas forcément, non, non, mais là tu vois, c'est l'image de, entre guillemets, du voleur de Dubaï, quoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce que sur YouTube ou formateur, moi j'en suis un, donc il faut accepter aussi notre rôle. Maintenant, le problème c'est qu'on est dans un secteur d'activité où il y a peu d'éthique. De toute façon, à partir du moment où il y a de l'argent en jeu, la majorité des gens ne sont pas éthiques. C'est dommage parce que c'est, je trouve, un secteur hyper intéressant, important pour les jeunes, important pour les moins jeunes, pour diversifier ses sources de revenus, pour faire peut-être augmenter son épargne, ou en tout cas. Donc ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas qu'il y ait pas de transparence, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'éthique. Moi, je m'efforce de le faire au maximum. Il y a d'autres confrères qui le font également, que je respecte beaucoup. Le fait d'aller à Dubaï, c'est pas forcément un critère négatif. Il fuit l'imposition. Bon, vu comment on est exploité en France et en Europe, je peux comprendre. Et moi-même, j'ai vécu en Bulgarie. Alors, j'ai toujours été résident français, mais si j'avais l'opportunité perso de déménager, de bouger, bah, ou l'envie, eh bien, je le ferais. Donc, c'est pas trop un problème, c'est la fiscalité. Je peux comprendre que travailler aussi dur pour payer autant d'impôts, bah, ça fait chier. Donc c'est pas un critère négatif pour moi, c'est juste que derrière, c'est l'image qu'on renvoie, peut-être avec la Lambo, peut-être avec ci, avec ça. Et en fait, c'est une fausse vision du trading. Seules quelques personnes peuvent arriver à ce niveau-là, et ces personnes-là ne sont pas arrivées grâce au trading, ils sont arrivés grâce à de la vente de formation, grâce à d'autres choses. Donc on vend aux gens une image qu'on a soi-disant atteint par le trading, en fait, qu'on a atteint par la vente de formation. Et donc en fait, ça, pour moi, c'est la vente de faux, en fait. C'est pas la réalité, c'est pas le cheminement, le véhicule, le trading qui leur a permis d'arriver à ce niveau-là. Et parfois, en plus, ça va plus loin que ça, notamment sur TikTok, des très très jeunes qui sont dans des villas avec des très grosses voitures. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est que le courtier avec lequel ils font de l'affiliation, ils disent ah, viens dans ma communauté, c'est gratuit, ouvre un compte chez ce courtier et je te file mes signaux gratuits. Et donc ils ont énormément de jeunes, énormément de monde qui font ça, qui les suivent, et en fait, eux, leur train de vie est payé par le courtier. Donc c'est encore plus malsain, c'est-à-dire que ce train de vie, ils ne l'ont pas gagné, ils le gagnent uniquement parce qu'ils attirent des jeunes ou des moins jeunes dans leur canal d'acquisition, d'affiliation, et ce courtier-là, ben, lui, il récupère tout l'argent qui est perdu par ces personnes-là, parce qu'en général, ces gens-là vont sur du CFD. Le CFD, c'est un contrat qui est répliqué par le courtier. Il faut savoir que le courtier parie sur la perte des personnes qui travaillent les CFD, et donc si le trader perd, c'est le courtier qui gagne. Alors qu'un contrat futur ou une action, c'est pas ça du tout. C'est vraiment régulé, et c'est un échange entre un vendeur et un acheteur. Alors que là, c'est pas un échange entre deux traders, c'est un échange entre un trader et le courtier. Et donc le courtier va être la contrepartie de ce trader-là, et donc leur but, c'est que la majorité des gens perdent.
Et la personne qui fait de l'affiliation touche un pourcentage de ce qu'elle apporte à ces personnes-là. Donc c'est très. Ouais, c'est du vol, quoi. C'est pas du vol, parce que les gens le décident, mais Oui, oui, non, mais je veux dire, le, la réflexion et le modèle économique derrière, tu te dis, bah, tu parlais d'éthique tout à l'heure, bon, c'est pas forcément éthique, quoi. non, c'est pas éthique. Maintenant, ces gens-là, ils appliquent un modèle qui fonctionne et la responsabilité, c'est plutôt les consommateurs. Enfin, c'est double responsabilité là. Ouais, Et ça, on le voit également sur les casinos. Je sais pas si tu as vu La Menace. si. La Menace, il fait énormément d'argent parce que c'est à peu près le business model. Il fait de l'affiliation pour un très gros casino en ligne. Et, les gens vont y perdre beaucoup d'argent et lui touche une partie de cet argent qui a été perdu. Donc il gagne énormément d'argent, oui, il est extrêmement riche, oui, il a des voitures de luxe, mais c'est de l'argent qu'il a gagné parce que sa communauté a perdu. Ouais. Non pas que je critique le personnage, hein, des fois j'aime bien. Non, 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 mais là, on parle pas enfin, de la personne ou quoi, même les courtiers qui font ça, c'est leur gagne-pain, c'est leur façon de voir la vie et c'est leur façon de faire, tu vois. Mais, ouais, le consommateur derrière, surtout qu'en plus, bah, il fait confiance, il fait confiance à la personne qui. T'imagines, enfin, où, tu vois, les abonnés de ce youtubeur là, ils regardent son contenu, ils sont abonnés, ils lui font confiance, il aime bien, et derrière, il leur prend un peu. Il leur prend un peu d'oseille par derrière, quoi. Et c'est ce que font un petit peu toutes les personnes qui vont servir entre guillemets, d'affiliés pour le courtier. En fait, surtout, être affilié, c'est pas un problème. C'est un problème si tu fais de l'affiliation avec un courtier CFD. Parce que le business model et le boulot du courtier CFD, c'est que le client perde. Alors qu'un courtier sur contrat futur et sur action, il n'y a aucun intérêt que tu perdes puisque tu vas arrêter de lui payer des commissions. Tu vois la différence? Le courtier CFD, il gagne l'argent que tu perds. Le courtier sur contrat futur et sur action, il gagne seulement une commission quand tu trades. Donc si tu t'arrêtes de trader parce que tu as cramé ton compte, ça ne convient plus à lui. Ah ouais, lui, il a tout intérêt à ce que tu restes pour le coup. Et pareil pour les casinos. Alors, les casinos ont tout intérêt à ce que tu restes, mais ils ont tout intérêt à ce que tu perdes la plus grosse somme aussi. Donc si ça se perd en une fois ou en 50 fois, ils s'en foutent. Tu vois? En fait, c'est là où c'est malsain. L'affiliation, c'est pas malsain de base. C'est très bien. Mais c'est ce business model qui est pour moi malsain. Ok. Ben, tu le mettrais où du coup? Genre, là, on a parlé de beaucoup de choses, hein, mais là, je te parlais vraiment de la vision globale, ou de l'image, si tu veux, de l'image des personnes ben, qui entachent un peu justement l'image du trading, qui disent voilà, en 2 clics, devient millionnaire en 3 semaines, tu vois. Bon, c'est à fuir. Si tu me dis ça comme ça, c'est à fuir. Mais faut pas faire une généralité sur les gens de Dubaï. Il y a des gens, je pense, de qualité très bien. Et je peux comprendre la fuite sur la fiscalité parce qu'on se fait saigner en France. Je crois qu'on est un peu tous d'accord là-dessus. Et la prise de risque n'est pas rémunérée en France. Donc je comprends la fuite sur la fiscalité. Ouais. Ok. Bah écoute, merci. Merci d'avoir partagé ça. Mais de rien. Si jamais ça vous intéresse dans les commentaires, dites-le. On peut en faire des tonnes et des tonnes. Thibaut, c'est justement un puits de valeur sur ça. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et comment. Et ce que vous pensez aussi. Ce que vous traînez, ce que vous pensez de tout ça. Et on verra.